BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous propose de diversifier vos placements régulièrement, vous le savez, pourquoi pas en investissant dans des actifs tangibles. Il y a les forêts par exemple, il peut y avoir le vin également, dans lequel de plus en plus de Français adorent investir. On en parle avec Angélique Delanxin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Les vendanges en ce début octobre, Angélique, se terminent dans la plupart des vignobles. Que peut-on dire, comment peut-on apprécier le millésime 2017 ? Est-ce qu'il est frappé de la malédiction des années en 7 ? Alors on ne va pas encore conclure, en tout cas pas tout de suite, parce que par exemple à Bordeaux, les vendanges ne sont pas complètement terminées dans toutes les appellations. Ce qui est certain, c'est que ça a été une année vraiment très très compliquée, hein, l'année que un vigneron me disait hier, ça a été l'année de tous les dangers. Bordeaux a été frappé, je vous rappelle, d'un épisode de gel extrêmement grave au mois d'avril, qui est intervenu après un début de floraison et beaucoup d'avance dans le vignoble, donc qui a fait des véritables ravages. Il n'y avait pas que Bordeaux. Hein. Alors, il n'y a pas que Bordeaux, mais c'est plus rare à Bordeaux à cette saison. Effectivement, hein, là, on va parler des autres vignobles, mais là pour l'instant, je commence par Bordeaux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des secteurs où le gel a épargné le vignoble, donc on va avoir un très beau millésime. Je pense par exemple à des appellations comme Margaux ou Saint-Julien, ou sur la rive droite, dans les très beaux terroirs de Pomerol et de Saint-Émilion. En revanche, le gel a fait des ravages sur d'autres secteurs. Vous avez des endroits où certains vignerons n'auront carrément pas de 2017 à proposer. Donc on va avoir beaucoup de différences. Ça va être une année extrêmement hétéroclite dans cette région. Dans le Bordeaux et en Bourgogne, dans le Rhône, en Champagne, ça va être aussi dispersé. On ne peut pas tirer de leçons générales de cette vendange. Alors, les Bourguignons ont le sourire, pour une fois, parce que ce soit dans la Côte de Beaune ou dans la Côte de Nuits, ils allient cette année des bons volumes, ce qui leur n'était pas arrivé depuis 4 bons millésimes, des beaux volumes et une qualité qui est vraiment au rendez-vous. Donc là, ils retrouvent une certaine sérénité. Mais attention, en Bourgogne aussi, hein, on parle effectivement de gel, de grêle. Chablis a été extraordinairement frappé à nouveau cette année. Certains secteurs de la Côte de Beaune aussi. Je pense à Volnay, Pommard, qui souvent sont dans des couloirs d'orage et de grêle. Et puis le Mâconnais aussi, c'est plus difficile. Donc voilà, globalement, c'est mieux, beaucoup mieux en Bourgogne. Après, dans le Rhône, très technique aussi, très compliqué. Il fallait trouver le juste équilibre entre la maturité des raisins et la préservation de l'acidité, qui gage de longue garde pour les vins. Et alors en Champagne, ça avait très bien commencé. L'été avait été magnifique. Et puis on a eu une ambiance un peu tropicale, très chaude et humide, qui a favorisé le développement de maladies. Et donc là, pareil, les chardonnays s'en sont très bien sortis. Pour les pinots, c'est plus difficile. Et au global, les rendements sont faibles. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la malédiction des années en 7, pour les millésimes d'années en 7, cette malédiction va se confirmer cette année ? On revient à la malédiction. Oui, mais c'est jamais global. Si vous voulez, si on prend 2007, la précédente, c'est vrai que pour les Bordeaux, c'était pas exceptionnel. En Bourgogne, c'était moyen. Mais dans le Rhône, c'est une très belle année. À Sauternes aussi, souvent, Sauternes est inversé par rapport au Bordeaux rouge. Donc là, en 2017, ça va être un petit peu la même chose. Après, Bordeaux donne toujours le ton. Si une année est réussie à Bordeaux, on a l'impression que le millésime est globalement très bon. Donc là, cette année, ça va être... et du coup, quel impact on peut attendre sur les prix ? Est-ce qu'ils vont baisser en Bourgogne ? Vous parliez d'une production qui progresse enfin. Qu'est-ce qu'on peut attendre là, sur les prix pour ceux qui souhaitent investir dans le vin ? C'est vrai qu'on en a discuté avec Louis-Fabrice Latour, donc représentant d'une des grandes maisons de Bourgogne il y a quelques jours, qui avait le sourire et qui était très fier du néologisme que les Bourguignons inventent en disant certains prix vont pouvoir baissauter cette année. Mais les Bourguignons sont toujours très prudents et ils disent qu'il faut quand même qu'il y ait au minimum 2 millésimes de suite pour reconstituer des stocks et retrouver de la sérénité dans son choix de politique commerciale. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à une baisse gigantesque des prix. D'accord, il faudra attendre une deuxième année de belle production. Il faudrait qu'on ait une deuxième... Et à Bordeaux, à quoi on doit s'attendre sur les prix ? Alors c'est
vraiment prématuré pour le dire. Encore une fois, comme certains domaines n'auront vraiment rien à vendre, ce sera peut-être l'occasion pour eux, d'ailleurs, de finir d'écouler des stocks sur des millésimes précédents qui sont certes moins qualitatifs, mais que le marché va quand même être content de pouvoir trouver. Mais à aujourd'hui, on aura des prix certainement qui vont bien se maintenir sur les appellations très réussies, comme Margaux Saint-Julien, et puis pour d'autres, ça va être vraiment très compliqué. Alors comment le monde va-t-il réagir à cette année 2017, ces vendanges qui se terminent en France? Comment vont-ils apprécier les vins français? Vous le disiez, c'est le Bourgogne manifestement qui va sortir gagnant quand même, c'est ce qui ressort de ces vendanges. Est-ce que du coup le monde, la demande mondiale vis-à-vis du Bourgogne va continuer de s'apprécier, monter en production et en qualité toujours? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui pourrait laisser prédire une baisse de la demande sur les vins de Bourgogne. Les marchés ne cessent de s'élargir. L'Asie n'a jamais été aussi demandeuse de grands crus de Bourgogne. Notre bureau de Hong Kong vibre à chaque fois que dans nos ventes, on a de belles signatures. Je pense notamment au domaine Leroy, qui dans les ventes aux enchères défraie, continue à accumuler les records. On a des vins de Richebourg 90 qui a franchi les 3 000 € la semaine dernière. Et d'une manière globale, d'ailleurs, l'indice, le Windex Bourgogne, est celui qui porte toute la croissance du marché du vin, puisque depuis, sur les 12 derniers mois, il a progressé de 11%. Les Bordeaux, dans le même temps, ne s'appréciaient que de 5%, ce qui est déjà pas négligeable. Mais disons que c'est vraiment la Bourgogne qui tire le marché par ce phénomène de rareté qui, face à la demande mondiale, évidemment, est le facteur principal de hausse des prix. Et il y a de quoi, du coup, relancer les spéculations sur la revente, le rapprochement de domaines dans cette région de Bourgogne, on parle de fusion-acquisition en bourse, mais on voit aussi qu'entre domaines, il peut y avoir des fusions-acquisitions ou des absorptions. C'est quelque chose qui pourrait s'accélérer en Bourgogne après ce bon millésime 2017? C'est sûr que les projecteurs se braquent vraiment sur cette région. Le prix de l'hectare explose véritablement. On a eu cet été une transaction assez significative avec la vente du domaine Bonneau du Martret à un Américain en plus. Donc là, on a vraiment un phénomène de globalisation, puisque c'est le propriétaire d'un cru de la Napa Valley qui s'appelle Stanley Kronk, j'ai du mal à prononcer son nom, mais son vin s'appelle Screaming Eagle. Et donc, ce domaine, la SAFER parlait d'un prix à l'hectare autour de 4 millions, un peu plus de 4 millions d'euros l'hectare. Là, sur le domaine Bonneau du Martret, manifestement, on a largement dépassé les 10 millions, voire les 15 millions d'euros l'hectare. Donc on est dans des prix très significatifs. Et c'est effectivement pas fini, puisque il y a des rumeurs en ce moment sur d'autres. Et ces absorptions, on va dire, entre domaines, ces recompositions de domaines en Bourgogne, mais pas que, bien sûr, sur beaucoup de territoires viticoles français, ça peut aussi avoir un impact in fine, en bout de chaîne, sur les prix des vins, des bouteilles qu'on achète? Par exemple, le domaine Bonneau du Martret, aujourd'hui, dans les ventes aux enchères, sur de beaux millésimes comme le 2010, c'est un vin qui s'échange autour de 100 € la bouteille. Donc, par rapport à ce que je viens de vous indiquer sur des grands crus de la Côte de Nuit du domaine Leroy, vous voyez, vous mesurez la marge d'appréciation. Alors, quand en plus, il faut, entre guillemets, rentabiliser l'investissement de rachat d'un domaine, vous imaginez ce que ça va donner. Les prix de sortie des futurs millésimes, forcément, vont subir une inflation très forte. Donc, le conseil, c'est quand même vite de trouver tout ce qu'on peut trouver dans les millésimes déjà prêts et qu'on peut trouver éventuellement dans les ventes aux enchères, parce que les prix vont forcément s'apprécier. Angélique de Langsin, merci Angélique d'être venue nous voir, nous avertir sur ce monde du vin, les nouvelles tendances, l'évolution attendue des prix. Vous êtes la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. À bientôt.